Salam alaikum. J'avais pas activé mon micro. Comment vous allez? À chaque fois que j'arrive dans mes lives, on dirait que je vais faire un freestyle. C'est pas possible. Alors, je vois qu'il y a des gens qui attendaient dans le chat. Vous datez de ouf. Alors, 90 LMPZ. Oh là, attendez. Est-ce que je suis partie dans Twitch? Ça va pas du tout le faire. Hop. Je remets ça normalement. Juliane, Serenichi, Oyasumi Now, Sab, Yusra. Hey, hey, hey. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien et tout? On est samedi. Est-ce que votre semaine s'est bien passée? Pour ceux qui ont suivi et qui sont venus me demander en DM, à mon dernier live, j'avais dit que j'avais de la famille chez moi. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour live. La semaine, tout simplement. Et j'étais fatiguée, j'étais malade et tout. Donc voilà, c'était une très très longue semaine. Yousra, comment vas-tu? Ça va et toi? Vas-y, racontez-moi votre semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez bien? J'ai mis mon ordi pour filmer parce que j'avais besoin d'utiliser mon téléphone en fait quelques fois là. Et je filme avec mon téléphone. Du coup, bon, ça sera pas le même format que d'habitude. Je sais que d'habitude on me voit d'une autre manière. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Voilà. C'est vrai qu'il y avait les grèves, mais du coup, c'était trop bien pour ceux qui font du télétravail parce que, voilà, moi, mercredi, normalement, je suis obligée d'aller sur site et là, j'avais pas besoin vu qu'il y avait les grèves, donc c'était cool. Et voilà, après, sinon, il faisait froid un petit peu, un peu de pluie et tout. Mais globalement, petite semaine qui s'est bien passée. Aujourd'hui, je passais une bonne journée parce que j'ai vu ma famille et tout, c'était trop cool. J'ai mangé le meilleur, mais franchement la meilleure viennoiserie de ma vie. Et je l'ai mis sur Insta, c'était tellement bon, je vous jure, c'était trop bon. J'ai jamais mangé une viennoiserie aussi bonne. Vraiment, c'était trop bon. Trop bon, pardon, mais vraiment ça m'a choqué tellement c'était bon. J'ai un problème avec mon micro, vous savez, il tombe vers l'avant. Il me rend ouf parce qu'il est trop lourd en fait. Et ils ont rien mis pour le... Attendez, peut-être ça va faire du bruit. Ils ont rien mis pour le tenir. Ouais, là ça devrait aller. Alors, alhamdoulilah, pourquoi un podcast foulé? Peut-être pendant le ramadan, Inch'Allah. Je pense que je vais prendre un temps de silence pendant le ramadan, pendant quelques jours, et que je en ressortirai un. Après, le format Twitch me plaît un peu plus, mais c'est vrai que voilà, les podcasts, c'est préparé, ça peut être une thématique intéressante et tout. Si vous avez décidé de sujet, peut-être que j'ai déjà abordé, que vous voulez que je les développe et tout, dites-moi. Parce que je vous avoue que moi, les podcasts, en fait, ce que je fais, c'est que vraiment, j'en fais quand j'ai quelque chose à dire, vous voyez. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu quelque chose à dire d'important. Donc faut que je réfléchisse. Alors, 90 j'ai vu, mais tu en manges tellement que je sais jamais lequel est le best. Je pense qu'il faut que je vous fasse un top, mais c'est très dur. Mais pour l'instant, mon top, clairement, c'est la tartelette pistache de Tartelette. Et là, le roulé pistache Gjanjuja, je sais pas comment ça se dit, de Yann Couvreur. Et je dirais franchement le pain au chocolat praliné de Bois et Demi, puisque ça reste un incontournable en fait. Swahili, comment tu te sens depuis que tu as annoncé la démission d'entreprise? Oh, franchement, super bien. Après, il faut savoir que j'ai 26 ans et que j'ai... Non, je dis plus ça d'ailleurs. J'ai 25 ans et 14 mois. Voilà. C'est beaucoup plus... Voilà. J'ai déjà démissionné 5 fois de 5 tafs différents, donc j'ai un peu l'habitude. Je me sens bien, franchement, je me sens bien. J'aime trop quand je démissionne, puisque je sais que les jours qui vont suivre, je vais être tranquille. Je vais pouvoir travailler sur mes projets, etc. Donc c'est super cool. J'ai trop hâte en fait. Un de mes projets, c'est d'ouvrir une agence de location de robes, de tenues d'événements, d'exceptions et tout et tout. Donc ça va voir le jour, Inch'Allah, avant l'Aïd, Inch'Allah. Du coup, j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte de vous partager tout ce que je suis en train de préparer. Tout le projet de A à Z avec la partie réseau, photo, direction artistique et tout. Enfin, j'ai trop hâte. Du coup, je suis grave contente. Là, je suis dans les travaux et tout du showroom. Donc, bref, je kiffe parce que je gère plein de trucs en même temps et tout. C'est plus intéressant que des points sur des slides. Et après, j'ai d'autres trucs à côté et tout. Donc, je vous en parlerai, Inch'Allah. Mais du coup, non, je suis grave contente. Je vais avoir du temps pour faire tout ce que je veux et tout. Donc, je kiffe. Alors, attendez, je lis vos commentaires. Location de voiture. Ah, j'aimerais trop aussi, c'est un de mes projets, Inch'Allah. Mais il faut pas faire ça toute seule, faut faire ça avec un gars. Alors,
attendez, je lis. J'aimerais trop avoir un podcast sur les valeurs de la femme musulmane ou le développement perso d'une musulmane. Je sais pas si ça te parle. Alors, ça peut que me parler parce que c'est complètement le sujet de mon second livre, qui est un mode d'emploi de comment cheminer vers l'excellence avec un gros focus sur la musulmane, donc la femme musulmane, puisque je suis une femme. Donc, c'est les thématiques qui me touchent le plus. Donc, voilà. J'ai gardé mon téléphone justement parce qu'en fait, j'attends des messages. Du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé à côté de moi. Donc parfois, je vais m'interrompre. Alors, Yousra, aucun rapport, mais je suis à la recherche d'un livre spirituel pour le ramadan. Que me conseilles-tu? Alors, tout dépend de tes objectifs. Demain, ça sera le live normalement dédié au ramadan, mais on y répond. Euh, tout dépend vraiment de tes objectifs. Donc, est-ce que tu veux travailler sur quelque chose de comportemental, auquel cas je te conseillerais un livre spirituel sur le comportement, sur le edeb, sur le défaut que tu veux travailler, tu vois. Par exemple, je sais pas, si tu veux travailler sur la colère, eh ben je te conseillerais un livre sur la colère, par exemple d'Al-Razali, etc. Si tu veux travailler sur la profondeur en fait de la prière, eh ben je te conseillerais un livre par exemple sur la prière ou sur la Fatiha pour redécouvrir cette sourate que tu récites en fait de nombreuses fois par jour. Si tu veux quelque chose de global, je te conseillerais un livre sur le Coran. Donc ça dépend en fait de tes objectifs, tu vois. Yacine, pourquoi tu veux pas assumer tes 26 ans? C'est ma phobie de vieillir. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui me fait le plus peur et qui me down le plus. Ren fait Walaikum salam, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander ce que tu penses de Sciences Po. J'en pense du bien, c'est super. Sciences Po, c'est une très bonne formation. C'est juste qu'il faut connaître les débouchés. Il faut savoir que ça prépare normalement au métier. Attendez, je vais bouger ça parce que mon chargeur est là-bas. Ça prépare au métier de la fonction publique de base. Donc c'est juste qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc voilà. Mais après, c'est une très très bonne formation. Moha. C'est très gentil. Alors, pium pium pium, Hajar. De bons projets en perspective, qu'Allah t'accorde la réussite et l'épanouissement. Emin. Hajar, ma soldat. Il veut quoi lui? C'est pas grave, franchement, calculez pas, c'est rien du tout. Avec toutes les sauces que je me prends sur Twitter, c'est pas des commentaires sur Twitch qui vont me. Voilà. Tu aurais des astuces pour pas procrastiner pendant le ramadan? Alors oui, déjà première astuce, c'est d'organiser son ramadan. C'est de l'organiser en amont pour justement ne pas procrastiner au moment où il va arriver. Parce qu'en fait, quand on se lève le premier jour et qu'on n'a rien préparé, en général, on va perdre beaucoup de jours. C'est essayer de se mettre la pression, de s'autodiscipliner, de se dire que c'est une fois dans l'année et que c'est tout de suite maintenant et que ça donnera le ton de ton année. Et ça aussi, ça aide en se disant, ce mois-là, il va donner le ton de tout le reste de l'année, donc j'ai pas le droit de le rater, tu vois. Et pareil, aussi se rappeler de tous les bienfaits pendant le ramadan, que les bonnes actions, elles comptent beaucoup plus, que tu vois, donc tout est multiplié, donc tu te dis, oh là, c'est maintenant en fait, c'est pas demain. Et puis voilà, après, il faut se donner des objectifs, une vision, tu veux arriver où à la fin de ton ramadan, ça aide, tu vois. Tu vois, à la fin du ramadan, quel objectif tu as envie d'avoir mis en place, tu vois. Je sais pas, je te donne un exemple par rapport aux sourates que j'étudie. Quand j'en choisis une pour le ramadan, mon objectif, c'est qu'à la fin, la sourate, je la maîtrise, tu vois. Donc ça me motive. Quand en gros, je vois les jours passer, je me dis, oh là là, genre je suis encore au verset 1 et tout. Pas parce que je l'ai médité de ouf, mais parce que j'ai rien fait, c'est horrible. Rennes fait oui principalement, mais pour les masters, il y a un choix assez large. Je sais pas que fonction publique. Oui, totalement. Non, il y a un choix très très large. Je connais des gens qui ont fait Sciences Po qui sont consultants, mais en général, ils sont consultants secteur public, ou il y a des gens qui sont dans des fonctions dirigeantes, mais qui sont dans des fonctions dirigeantes dans des hôpitaux. Il y a des gens qui font du conseil en strat. Il y a plein de choses, c'est sûr et certain. Mais de base, c'est une formation qui est axée, même dans le mindset, sur ce type de délire. C'est juste ça. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses derrière. Mais c'est une très très bonne formation. Donc voilà, vous savez en fait j'ai fait un attendez, je réponds en vocal. Là je suis en live Twitch, donc j'écoute tous tes vocaux après, mais pour l'instant toujours pas de nouvelles du thé. Donc du coup j'ai fait le live parce que il y a un documentaire qui est sorti il y a longtemps, franchement je saurais pas vous dire quand. Et Arte parfois supprime ses documentaires.
Et j'avais trop la haine parce que je l'avais pas fini et il est trop bien. En fait, moi j'adore les enquêtes sociologiques de terrain, vous voyez. Et je lis beaucoup de livres sur ça. Là en ce moment je suis en train de lire Servir les riches, qui est une enquête de terrain sur les domestiques de grande fortune. Donc en fait c'est des études qualitatives, on va suivre des gens et on va les connaître en fait vraiment dans leur quotidien, bref, trop intéressant. Et une autre qui s'appelle Degré et de force, c'est une enquête sociologique sur les expulsions locatives. Attendez, vous me avez dit, vous m'entendez pas bien, mais c'est trop bizarre. Hop, attendez, est-ce que... Je sais pas pourquoi là pour le coup vous m'entendez pas bien. Hop, est-ce que c'est mieux? Dites-moi, est-ce que c'est mieux? Et pardon pour ça. Je vais parler super proche du micro, c'est pas grave. Donc, ouais, une autre enquête sur l'expulsion locative. Bref, en gros, c'est des études sociologiques on voit tout le process de bout en bout, toutes les petites mains en fait qui rentrent dans les expulsions, comment l'État use de sa violence légitime pour enfoncer dans un trou encore plus bas des gens qui sont déjà pauvres, etc. Bref. Donc du coup, là, moi, je lisais ces livres, mais ce que je kiffe, c'est découvrir la bourgeoisie. Alors ça, c'est trop bien. Moi, j'adore. Pourquoi ? Parce que, en fait, je connais que les classes populaires. Et en fait, c'est ce que je connais. Donc, je n'ai pas besoin de lire des études sociologiques sur les classes populaires. Parfois, si, sur certains profils. Par exemple, les gens du voyage, c'est un profil que je connais pas et c'est des classes très 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 populaires. Donc du coup, bref, c'est intéressant. J'avais lu Enfance de classe de Bernard Lahire et son livre, il est très gros et je l'ai en haut. En fait, comment on dit ? Il est décomposé en 3 parties. C'est des enquêtes qualitatives qui suivent des enfants. En fait de 3 classes différentes, donc les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées. Donc trop bien. Classe populaire, on découvrait par exemple un petit qui dormait dans sa voiture avec ses parents et tout, donc vraiment de gens très 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 précaires, à classe moyenne et à classe bourgeoise. Donc du coup on découvrait comment vivent en fait comment vivent ces gens-là, etc. J'ai découvert un petit peu ça en prépa et en fait j'aime trop côtoyer plusieurs classes sociales pour comprendre comment vivent les gens. C'est trop intéressant. Vous savez, des fois on dit il faut voyager pour découvrir comment vivre les autres, mais en fait déjà en France il y a tellement de diversité qu'il y a aussi beaucoup à découvrir. Vous savez, vous allez chez des gens qui ont des bibliothèques pleines de la Pléiade, des éditions limitées, des livres à 1 000 € et tout, et les petits ils ont grandi avec ça et tout. Enfin bref, il y a des trucs trop 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 intéressants. Donc bref, du coup là le documentaire il s'appelle Les bonnes conditions et on va le regarder ensemble. C'est sûr qu'on va pas le finir, il dure 1h30, mais je pense qu'on va avoir plein de choses à commenter, Inch'Allah. Donc voilà. Hop, je réponds à un message. Ok. Donc, on va commencer. Dites-moi si le son est good ou si c'est trop fort. Je pense que ça doit être un peu fort. Dites-moi si le combo. Enfin, le ratio son de l'écran, son du micro. Moi j'ai la chance de vivre dans une Alors, dans une famille plutôt aisée donc. J'ai grandi avec. dites-moi, attendez, je vais remettre play. Vous avez dit baisse. Je vous ai tué. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux? Et je vais même activer les sous-titres. Est-ce que c'est mieux? Mais c'est fort à ce point? Ah, je sais. En fait, c'est pas le son du documentaire qui est fort, c'est le son du micro. Non, vas-y, je sais pas. Attendez. On va essayer de découvrir. C'est ta voix qui est faible. Ok. Heureusement vous êtes là, je vous aime trop. Alors, on refait un test. Je remets au début. Est-ce que là, ma voix et l'écran, ça va? Dites-moi. C'est mieux ou pas? C'est parfait? Merci Serenity. Lève un peu le son du docu et ta voix c'est nickel. Ok. Comme ça c'est bon. Là il n'y a pas encore de... Imaginez vous êtes pas là, moi je fais comment? Dinguerie. C'est parfait. Ok, très bien. Chaque année ils se sont
raconter. Attendez, oh lolo, ils disent des trucs. On n'a pas suivi là. On était trop dans les réglages. Top, j'aime trop votre enthousiasme. Alors, de 2003 à 2016, nous les avons retrouvés tous les ans chez eux ou chez leurs professeurs d'histoire. Déjà, j'aime trop, ça veut dire qu'ils ont suivi des gens de leur très jeune âge à plus grand. Donc, on suit une évolution et tout. Trop intéressant. C'est vraiment un petit peu ce qu'a fait Bernard Lahire dans son livre Enfance de classe, que je vous conseille parce que maintenant, il est en format plus petit. Alors, chaque année, ils se sont racontés de leurs 16 ans jusqu'à la veille de leurs 30 ans. Ah, c'est trop bien, vous savez, je suis trop excitée. Ah, je suis trop excitée, on va savoir ce qu'ils sont de leurs 16 ans à leurs 30 ans. Parce que vous savez, quand vous rencontrez des gens, vous aimez pas trop vous dire oh là là, enfin je sais pas, il sera où dans tant d'années. Bah là, en fait, on sait, donc c'est trop cool. C'est comme une série en fait avec du suspense. On dirait une prof qui règle au début du cours, mais vraiment, oh là là, ça date l'école. Vous vous rappelez quand les profs ils ramenaient la télé et qu'on était trop contents. Bref, pardon. Alors. Le lundi soir, j'ai piano. Le mardi, c'est 7h. En cours à 8h, c'est toujours très sympa. Et ça ensuite, je rentre de cours, il est assez tard déjà. Le mercredi après-midi, souvent je sors, je vois pas mal de copains, comme je finis assez tôt. Je vois des gens que j'ai pas eu depuis longtemps. Et puis bon, j'ai mon cours d'art plastique à 4h30 qui me coupe un petit peu mon après-midi quand même. Le jeudi soir, j'ai danse. Elle est grave à 18h45. Donc, je rentre chez moi, il est 8h30, 9h. Donc après, je me couche. D'ailleurs, ça, c'est un grand signe d'inégalité entre guillemets, mais voilà, une grande distinction entre les gens de classe populaire et de classe bourgeoise, c'est les activités extrascolaires. Les gens de classe aisée en ont énormément. Ils ont des cours de langue, ils ont des activités culturelles, ils ont des activités artistiques. Il n'y a aucun enfant de classe bourgeoise qui n'a pas fait d'un instrument, qui ne va pas au solfège, etc. Donc voilà. Et s'il vous plaît, on ne dit pas de choses négatives sur eux, ou enfin on les taille pas et tout. Genre c'est une façon de vivre différente, et nous on a une façon de vivre différente, mais voilà, on est là pour découvrir et tout, et voilà, ok. Voilà, que les good vibes, s'il vous plaît. Et oui, la façon de parler elle est différente. Vous vous rendez compte qu'elle a 16 ans, hein. Moi je me souviens qu'à 16 ans j'étais une cyber de Châtelet et tout. Non mais trop drôle. Non mais Swahili, t'inquiète, moi je parle, y a personne là qui a dit des trucs méchants, hein, je parle pas de vous, hein. Je dis pour plus tard, on sait jamais. J'allais dire quoi? Ouais, à 16 ans j'étais où? À 16 ans c'était en seconde, première. Ouais, on s'exprimait bien, mais bon, voilà, bref. Et sinon, le vendredi, j'ai rien de particulier. Mais là, si on commence un Twitch de l'époque des cyber, l'époque du logobi jeté, Non, moi j'ai une enfance, elle est archi drôle, franchement. C'est pour ça que je veux trop faire des interviews et m'interviewer moi-même et tout, et vous raconter ma vie. Mais qui se rappelle l'époque des cyber, s'il vous plaît, les infos cyber et tout. Comment ça s'appelait? Les crews là. Bana sans limite et tout, ils allaient à Châtelet avec des béquilles et tout. C'était l'époque de sucre et sel et... Non, trop drôle, pardon. Donc vous imaginez que si je rencontre cette fille-là, elle me parle de ses 16 ans et je lui parle de mes 16 ans. On va pas se comprendre. Il y aura un gap. Bon, je vais dormir chez une copine. Souvent, je me couche vers 5h. Souvent, j'arrive le samedi matin très très en forme. Et le samedi midi, je pars directement monter à cheval. Je retourne chez moi. Attendez, vous avez vu, je ne sais, elle a dit on écrivait comme ça, mais oui, on écrivait comme ça là. Ah purée, je peux pas écrire. Pourquoi je peux pas écrire? On écrivait cric, www. Ah, c'était trop drôle. Ouais, écrivez à ma place, j'arrive pas à écrire dans le chat, je suis morte de rire. Pardon. Je dîne, je sors, je remonte à cheval, je rentre à Paris. Voilà. Elle remonte à cheval, truc de ouf. Elle fait trop de choses. Et dites-moi si le son c'est bien. Oh, Jacques Chirac. Et c'était un président très charismatique. Oh là là, l'époque des mécènes. Les années lycée.
quand même, c'était la seconde, on m'avait dit, tu vas voir, c'est difficile. Ça s'est plutôt bien passé, mais ce que j'aimais pas, c'est que souvent les profs nous disaient, bon, maintenant on n'est plus en troisième, on est en seconde, donc on va noter plus difficilement, vous allez avoir plus de devoirs. Moi, je me disais, bon, en 2 mois, pourquoi vous voulez noter plus durement, alors qu'il n'y a que 2 mois qui nous séparent de la troisième, finalement? Je bossais pas trop au début de l'année, ça m'est arrivé au début, désolé, mais lui, genre il au est mois pas de en septembre. seconde, hein. C'est pas possible, en fait. Je sais pas pourquoi nous, on ressemble trop à des bébés dans les classes populaires. Il faut une étude sur ça, désolé, mais des fois, je rencontre des gens au travail qui ont mon âge et qui sont d'une origine différente. Et franchement, on dirait qu'ils ont 35 ans. C'est pas un truc de ouf. Et ah bah oui, Swahili hâte de connaître son taf, mais même moi, genre c'est trop bien qu'on va voir ce qu'ils deviennent et tout. Ça se trouve, il y en a, ce sera des troubadours, bobos, qui ont tout lâché et qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Ouais, ils s'expriment super bien. Souvent, rentrer Vraiment, chez mon moi à frère a 7h, 21 7h30, parce que il je parlais avec des s'exprime pas potes à la sortie de l'école ou n'importe quoi. Est-ce que Et le son, c'est après, mes parents m'ont mis un petit peu la pression. Et voilà, et j'ai commencé à me mettre dans une ambiance un peu plus de travail. bon Ouais, non, mais déjà, médecin, je te rejoins. Enfin, en tout cas, la plupart des gens là, c'est sûr, ils ont fait S. Et je sais pas si j'ai bossé à fond tout le temps. Je passe tous mes week-ends à me dire il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, même encore aujourd'hui. Et tout le temps que je pourrais passer à m'amuser sans me préoccuper du travail, je passe à m'angoisser en me disant qu'il faut que je travaille. Finalement, je ne travaille pas. C'est pareil en prépa, OMG. Et je passe mes week-ends à rien faire. Je l'ai toujours dit en prépa. Bon, c'était horrible et tout, parce qu'on a plein de trucs à faire. Et en fait, souvent, je faisais rien. Et même quand tu fais rien, et du coup, on pourrait se dire, bon, bah voilà, tu fais rien, donc de toute façon, voilà, tu te reposes et tout. Mais en fait, c'est impossible. Tu penses tout le temps à ce que tu as à faire. Et tu paniques parce que tu fais rien. Donc même quand tu profites un peu, c'est impossible. T'es avec tes potes au resto et tout. Impossible de profiter. T'es tout le temps en train de penser à la prépa et tout. Enfin, c'est un délire. C'est pour ça que ça épuise mentalement. Quand les gens me disent est-ce que c'est dur, c'est pas au niveau de la charge de travail, même si c'est ouf, c'est plus mental. Et oui, ils font archi pas leur âge. C'est dommage. Je déteste me coucher sans finir mon travail. Ça, c'est une règle. C'est même pas une règle d'ailleurs, parce que c'est une satisfaction personnelle. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'inachevé et ça me satisfait pas en fait. J'ai besoin de terminer pour avoir la conscience tranquille. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu d'activité par soir. Je vais encore au catéchisme, donc le dimanche après-midi. Je fais du piano au conservatoire, solfège, piano. Là, ça me prend 4 heures au conservatoire par semaine, encore cette année, donc ça fait beaucoup ça. C'est vrai que pour le moment... En fait, ça me fait rire, parce que je suis un peu bourgeoise, parce que du coup, moi, j'ai fait 12 ans de violon. Et j'allais au solfège et à la chorale. Voilà, c'est mon secret dévoilé aujourd'hui. Pardon pour ces bruits. Mais archi drôle. Mes parents, ils ont trop mis un point d'honneur à nous faire des activités. Et pour sortir un peu de ces conditions-là, du coup, j'allais au solfège et tout. Archi drôle. Ça m'intéresse plus d'aller à l'escrime que d'aller au lycée, mais je me dis que si je veux faire des études qui m'intéressent, il faut bien que je passe par là. Et donc, je bosse ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse, et pour le reste, un palmier dans la main, comme dirait ma maman. Donc, c'est utile. Du RUI, de toute façon, la barre est beaucoup plus haute que le bac, enfin que le niveau du bac. Enfin, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. La prof de français arrête pas de nous répéter que de toute façon, elle ne nous prépare pas pour le bac, mais pour la prépa, hippocagne et tout. Alors... Vous savez ça, franchement, on me le dit depuis le lycée. En gros, les gens qui sont dans des trop bons lycées, on les prépare pas du tout au bac. Le bac, c'est acquis le premier mois de cours. Et d'ailleurs, à peu près, il y a des chiffres. Au bout de X mois de cours, ils ont fini tout le programme. Et en fait, ils se préparent déjà pour le programme d'après. Donc après le bac, du coup, quand ils arrivent en prépa, ils ont des niveaux de ouf et ils savent déjà faire plein de trucs en plus. Il y a des lycées parisiens qui préparent pas pour le bac, qui préparent pour le bac en chinois. Enfin, en gros, ils sont trop loin. Enfin, pour eux, c'est du 100% de réussite. C'est logique, en fait. Donc, on leur prépare à l'élitisme. Et on les prépare à l'élitisme. Et c'est un truc de fou. Moi, quand je suis arrivée en prépa, c'était le contraire. Nous, on a des choses qu'on n'a même pas vues dans le programme. En fait, les enseignants dans les classes populaires ne nous préparent que au bac, justement. Donc ça veut dire que, par exemple, en maths, on va faire les choses que les profs savent qui tombent au bac. C'est dans le programme, en gros, du lycée. Mais si c'est pas dans les attendus du bac, ils vont pas nous le faire. Ça fait que moi, je suis arrivée en prépa.
genre premier cours, ils disent bon, on va calculer des limites. Et j'ai dit, bah, c'est quoi des limites? Alors que, bah, eux, bien sûr, ils l'avaient fait parce que déjà c'est dans le programme et ils avaient fait genre 10 fois plus. Et pour rattraper le retard, c'est un truc de ouf. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est mon introduction en fait. Que quand on vient de classe populaire et qu'on est du coup au lycée, qu'on est à peu près une bonne élève et tout, et ben voilà, sans trop de difficultés, on a beaucoup de facilité, on a des très bonnes notes, voilà, on va s'orienter et tout. Et une fois qu'on est lâché dans le grand bain après le bac, là on est confronté au filet tranchant des inégalités sociales. Et c'est la première fois en fait qu'on les voit parce qu'avant, on était dans notre zone de confort, dans notre groupe d'appartenance, classe populaire. Moi j'étais au lycée dans le 9-3 à Aubervilliers. Et voilà, j'étais là sans aucun problème. Enfin, je savais même pas c'était quoi des inégalités. Pour moi, j'étais juste dans les 2-3 premières de la classe. J'avais des super bonnes notes, c'était cool. Hop, je passe mon bac. Enfin voilà, facilement, mention, 20 en maths et tout. Et je vais en prépa. Et là, je comprends rien. Enfin, pour ceux qui ont fait une prépa, on a 0 à nos premiers DS, 0 ou 1. Et ça dure comme ça pendant des semaines. Et les gens, ils sont trop chauds. Ils ont déjà lu 1 million de livres. Et nous, on découvre tout. On n'a jamais lu... on a lu que les livres à l'école, on est trop en retard dans les programmes et tout, et on est choqués, on tombe tellement de haut, et c'est tellement dur pour le moral, enfin, c'est une dinguerie. Je me dis que j'ai même pas envie de faire ça, donc voilà. Moi, je suis très conservateur à mon avis. Je pense que c'est comme je disais, ma mère nous a élevés dans le domaine des traditions, etc., du protocole aussi. Je veux dire, moi je me suis beaucoup attaché à ça. Elle était très derrière nous. Je veux dire, c'est une mère qui est très protectrice. Donc pour n'importe quoi, elle nous dit fais attention, etc. Couvre-toi, cours pas dans la rue, ne te fais pas renverser, etc. En plus il pleut aujourd'hui, les voitures ne voient pas, etc. Donc ça c'est des phrases que j'entends depuis que je suis tout petit. Donc les mamans qui sont très craintifs comme ça et tout, ça crée des enfants aussi un peu craintifs. Que si je les entendais pas, ça me manquerait, donc je vais pas cracher dessus non plus, mais c'est vrai que quand on a 16 ans quand même, on se dit, maman, je sais quand même, je sais traverser une rue. Elle me fait, mais oui, mais les gens s'en foutent, donc c'est assez attendrissant, quoi, parce que c'est une mère qui, justement, comme elle est obligée de faire le rôle du père et le rôle de la mère, comme on n'a plus de père, enfin, qui est toujours vivant, mais je veux dire, c'est plus un père pour nous, donc... La relation avec le père, c'est difficile, quoi. Donc j'ai même eu récemment c'était même le lendemain des vacances de Noël de cette année, j'ai eu une conversation avec lui. La première phrase que je lui ai dit, que je lui ai répondu ce dimanche-là, c'est « Mon père est mort ». Et pour moi, en tout cas. Donc, je pense que ça veut tout dire, quoi. Il est bijoutier. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que mes deux grands-pères sont bijoutiers, et lui aussi. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Que les gens aussi pardon, je parle bien dans le micro, mais les gens des classes bourgeoises, souvent leurs parents sont pas trop là. Et vous savez, c'est des gens qui les éduquent et tout. Et je pense que ça aussi, ça doit leur créer quand même quelques blessures. Hein. Comme nous, on a les nôtres et eux, ils ont les leurs. Donc, mon papa vient de changer. Enfin, ça tombe bien, j'avais pas compris ce qu'il faisait avant. Parce qu'il a pas mal changé de boulot. Il a fait... Le seul truc que j'ai compris, c'était quand je crois qu'il y a une période où il a dirigé Canal J. Ça, c'était le seul truc je trouvais ça génial quand j'étais plus petite. Ma mère, avant, travaillait dans la publicité, avant. Et mon père, je crois qu'il a fait Sciences Po. Et avant, il était dans la politique. Ma mère, elle a été nommée, alors je sais pas comment on dit, chef de commerce, chambre des commerces entre l'Afghanistan et la France. Qu'est-ce qu'ils font? Mon père est médecin. Mon père a été journaliste. Donc il est médecin dans un hôpital. Il a eu beaucoup de travail dans sa vie, il a été président de la GMF. Ma mère est journaliste. Elle est chez Hachette Littérature. Ma mère est sculpteur. Elle est mère au foyer, mais elle est photographe. Mon père aurait pu être pianiste. Non, il est directeur financier, vraiment... Avant, il était directeur financier, ça a été catastrophique. Il était directeur financier. Il a un poste très haut placé, très bien payé, très inintéressant. Il travaille 50 heures par semaine et il s'emmerde. Non, s'arrête s'il vous plaît. Le petit, il dit son travail à son père, il est inintéressant, il s'emmerde et tout, il travaille de ouf, mais il est très bien payé, il connaît tout, la vérité. Et sinon, les autres, c'est marrant, hein. Il y a des sculpteurs, des pianistes et tout.
Je pense que les mamans, elles font peut-être plus un travail qui leur plaît, un peu artistique, ou sinon elles sont femmes au foyer. Et c'est sûrement les papas qui assument, parce que c'est très traditionnaliste comme truc, mais c'est marrant, quoi. Enfin, déjà, on peut se dire peut-être que c'est pas des tafs de ouf, je sais pas, peut-être on s'attendait à un truc de ouf de leurs parents, mais comme ça reste ouf, parce que je pense que si on dit le métier là de nos parents à tous, ça sera loin de ce type de poste, quoi. Chambre des commerces, GMF, machin et tout. Ascenseur social en panne, car vous remarquerez qu'il y a que des Français blancs. Bah oui, après c'est le principe du documentaire. Ces gens, on les croise uniquement dans les études sup ou au taf. Bah oui, et encore. Et encore. Vraiment, et encore. Parce que pour les croiser dans les études sup, vraiment, faut être dans des études sup élitistes. Et au taf, faut être dans des tafs élitistes. Parce que tu vas pas les croiser n'importe où. Vraiment, vraiment. Fatimus. Selim. Et vraiment, pour quelque chose de tellement peu constructif et qui va rien lui laisser, qui lui apporte rien, ça mais c'est moi qui interprète. Il a compris ça à 16 ans, parce que regarde, il dit c'est moi qui interprète. Donc c'est pas son père qui lui a dit, c'est lui qui interprète. Je pense que ce garçon-là, déjà, il a tout compris. Et surtout, normalement, il fera pas les mêmes erreurs que son père s'il arrive à se détacher des injonctions familiales. Normalement, lui, c'est un mec qui va être en affront et qui va aller faire ce qu'il aime dans la vie. Vraiment les professions qui font ma hantise, c'est pour ça que je ferai jamais Sciences Po ni quoi que ce soit comme ça. Okay, ma sœur se dirige vers Sciences Po, enfin elle est à Sciences Po. Ma mère a fait Sciences Po, mon père a fait Sciences Po, mes 2 grands-parents, tout le monde. Désolée, mais vos parents, à vous, ont fait Sciences Po, vos grands-parents ont fait Sciences Po. Je rigole pas d'eux, hein, mais je rigole parce que c'est un truc de ouf, hein. Vraiment, par contre, parce que vous savez, j'ai l'impression qu'on voit ça que dans les séries, moi. Par exemple, dans Gossip Girl, avec Nate, Blair et tout, bah, tous leurs parents ont fait des grandes universités. Ils ont fait Yale, ils veulent que leur enfant aille à Yale et tout et tout. Et du coup, bah, en France, c'est pareil, hein, les parents ont fait HEC, ils veulent que leur enfant aille à HEC, les enfants ont fait ci, machin et tout. Et c'est un truc, enfin, c'est trop drôle, en fait, tellement on connaît pas ça. Genre, nous, nos parents, ils ont fait quoi ? Ils ont fait ils sont des ouvriers, c'est des employés du secteur tertiaire. C'est des gens, bah voilà, je sais pas, c'est tellement différent et tout. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils partent avec une longueur d'avance dans la vie, mais c'est pas de leur faute, hein, et encore une fois, voilà. Strike 84, mon papa est riche aussi, du coup, moi aussi, mais mon grand-père était pauvre et en moyenne, il faut 6 générations avant qu'une famille puisse changer de statut social en France. Ouais, totalement. 6 générations avant de sortir de la pauvreté, tout en sachant que c'est une moyenne et qu'en vérité, bah. Faudrait que toutes les générations le veulent en fait. Et là, il y a tellement d'inégalités aussi dans la volonté, dans la motivation, dans les trucs et tout. C'est plus en fait, je le dis souvent, tu vois, quand ils disent ouais, quand on veut, on peut, le mythe de la méritocratie et tout. Je leur dis oui, mais déjà dans la phrase quand on veut, on peut, il y a la volonté, il y a le fait de vouloir. Et le problème, c'est que la première inégalité, c'est dans la volonté. C'est qu'en fait, les petits, ils ont même pas la volonté. Et ça, c'est une inégalité parce que déjà, ils pensent que justement, fatalisme, ils peuvent pas y arriver. Ils ont même pas en tête toutes les choses qu'ils peuvent faire, asymétrie d'information et tout. Donc déjà, il y a ça, c'est bref. Mais en vrai, comment on peut expliquer le fait que nos parents et les leurs ont pas les mêmes niveaux d'études ? Bah, c'est parce que c'est l'immigration, déjà, de 1. La plupart des gens de classe populaire de Paris, hein, parce qu'après, il y a la périphérie, et ça, c'est la France qui est un peu oubliée, ça, c'est autre chose. En gros, on a d'un côté les classes populaires françaises, d'un côté les classes populaires immigrées. Les classes populaires immigrées, il y a des immigrés hein, qui ont fait des études, et qui, quand sont venus en France, bah, soit leurs études, il n'y avait pas d'équivalent, ils ne pouvaient pas les mettre en pratique et tout, ils doivent faire plein d'autres choses, donc ils sont rétrogradés à des rangs et à des travails qui sont moins qualifiés. Soit ils avaient les tafs de leur pays, donc voilà. Du coup, quand ils viennent, ils prennent en fait ce qu'ils peuvent. En général, tu viens, t'es dans les trucs de naturalisation, de papier français et tout et tout. Donc du coup, bah tu fais ce que tu trouves en fait, le truc où tu peux être embauché facilement, tout ça. Y a tout ça. Et ensuite, bah, pour les classes populaires non immigrées, c'est tout simplement la pauvreté. En fait, à partir du moment où t'es pauvre, tu peux pas faire de grandes études parce que si t'es pauvre, t'as besoin toi déjà de travailler, donc d'avoir de l'argent rapidement, t'as besoin que tes enfants travaillent rapidement pour aussi ramener de l'argent, etc., etc. Et aussi, t'as pas l'argent pour leur payer en fait des études. Ne serait-ce, oui, d'accord, la fac c'est gratuit, mais il y a plein de choses autour de la fac. Il y a des manuels, il y a l'esprit aussi
de projets, de trucs, de machin. Donc il y a aussi le fait de la volonté. Est-ce que tu donnes la volonté à tes enfants de le faire? C'est tout un délire en fait, c'est tout un mindset. Du coup, c'est tout simplement ça. Après, nous, nos parents à nous, perso, moi, ils allaient pas faire de grandes écoles, ils viennent d'Algérie et tout, donc voilà. Mais voilà, c'est ça. Hein. Nos parents, en fait, pour les immigrés, ils pensent à survivre, ils ont d'autres problèmes. Après, c'est ça, c'est tout un truc. Hein. Donc, c'est facile à expliquer. Voilà, la fac publique, c'est pas les trucs privés à 50K l'année, t'inquiète. Oui, la fac, c'est public, mais autour de la fac, il y a plein de choses. Et ça reste... en gros, quand t'es dans la France périphérique, et donc du coup, t'es éloigné des universités pour envoyer ton enfant à l'école, parce qu'il faut avoir en tête que la France, c'est pas Paris. Donc il y a une grande fracture entre la banlieue, les grandes villes et le reste. Et le reste, c'est 70% de la France. Et il n'y a pas d'université, en fait, dans les petites villes. Du coup, si tu veux envoyer tes enfants à l'école, même à l'université qui est gratuite, il faut les emmener là-bas. Il faut qu'ils prennent un logement étudiant, il faut qu'ils aient de quoi vivre, etc., etc. Donc c'est tout un truc, c'est pas comme ça. Je pense que nos pays d'origine ont pris pas mal de temps aussi à rendre obligatoire l'école ou de combattre l'analphabétisme. Bah oui, c'est ça. Déjà, nos parents, ils viennent de pays où mes grands-parents sont analphabètes. Et il y a encore des parents de notre génération, des parents de gens que je connais, etc., qui sont aussi analphabètes. Et du coup, déjà, c'était une grande inégalité de base. Les gens, quand ils arrivent en France, ils savent pas tous lire, etc., etc. Donc oui, on est loin des grandes écoles, ça c'est sûr. Donc voilà quoi. Je lis vos commentaires. Et surtout, on n'a pas accès aux mêmes informations swahili. Mais oui, mais c'est ça. Pour moi, la plus grosse inégalité, c'est les asymétries d'informations. C'est ce que je combats le plus dans mon association. C'est vraiment la chose la plus horrible. Parce que même au niveau de l'orientation, les petits, en fait, ils sont mal orientés et ils font pas plein de choses juste parce qu'ils n'ont pas l'information. Et voilà, les gens de classe aisée, ils connaissent tout. Moi, je me suis orientée en prépa, c'était 2 semaines avant APB, je connaissais rien. En fait, c'est mon prof qui est venu, il m'a dit « Ouais, t'as le niveau pour faire une prépa ?» J'ai dit « C'est quoi une prépa ?» Voilà, on s'est renseigné et j'ai fait, mais c'est-à-dire si personne m'en parlait, moi je savais même pas ce que je faisais, quoi. Donc voilà. Les pauvres engendrent des pauvres, les riches des riches en France. C'est pas toujours la vérité, cela dit, mais quand même, bah oui, c'est totalement. C'est l'origine sociale qui définit ce que t'es et c'est clair. Quand on regarde les statistiques, par exemple en prépa, je crois que c'est 1,9 ou 2%. Il y a 3-4 ans, ça a évolué cette année, d'enfants d'ouvriers qui vont en classe préparatoire, par exemple. Qui est en gros la filière avec médecine, une des filières les plus élitistes en gros françaises, qui a été construite autour de l'élitisme. Je dis pas que c'est la plus élitiste, mais voilà. Donc on a 2% d'enfants d'ouvriers qui vont faire une classe prépa, par exemple. Du coup, bien sûr, l'origine sociale, elle est tracée. Donc voilà. C'est sûr, quand t'es en primaire et que tes parents parlent pas français, RIP pour te faire... bien sûr. Mais bien sûr, c'est ça. Voilà, on continue. Ah aussi, bon. Sauf que ma mère l'a raté. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'école, comme par exemple une maîtresse un petit peu, quand j'étais en CM1, un peu traumatisante. Et donc j'ai refusé d'aller à l'école, mais il y avait plein d'autres choses en par-dessus ça. Et pendant une année, je ne suis pas allée à l'école. Je faisais des crises d'angoisse épouvantables. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. J'étais agoraphobe. Donc je ne suis pas sortie de chez moi pendant une année. Et ce qui m'a fait tenir, si on veut, c'était l'opéra. J'avais 10 ans et j'écoutais 4 opéras en boucle. Ça me mettait dans des états qui me faisaient un peu oublier mes angoisses. Parce que j'étais très angoissée, je pense que je suis toujours. Et finalement, je suis pas allée à l'école pendant 1 an. Et on restait, ma mère et moi, sanglotés de concert en train d'écouter Don Carlos. C'était génial. Mais j'ai découvert quelque chose en rencontrant un chanteur d'opéra que j'adore, parce que je lui ai écrit, il m'a répondu. Enfin, le mari de Nathalie Dessay. Vous connaissez Nathalie Dessay ? Et donc, il s'appelle Laurent Naouri. Et donc, je l'ai rencontré et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de normal, qui avait des enfants, qui... Swahili, ouais, non mais grave, venez, on s'arrête. Mais je vous jure que si nous, à 10 ans, on avait dit à nos parents, on est stressé, ou de 10 à 16 ans, ouais, je suis trop stressée de sortir, ou j'ai peur de la foule, ou j'ai peur d'aller à l'école et tout. Enfin, il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à la psy dans les familles racisées, dans les classes populaires globalement, et aussi beaucoup de psychophobie. Hein. Clairement, les gens, ils sont psychophobes de ouf.
Et nos parents nous auraient regardé comme ça en disant mais PTDR, qu'est-ce que tu racontes, vas-y, va à l'école. Genre, qu'est-ce que tu racontes, MDR. Et après, nos parents, ils diraient, moi, quand j'étais petit, j'allais chercher à manger sur un âne, à la montagne, blablabla. C'est trop. Strike, MDR, j'avais dit à mes parents, désolé, je suis en dépression, je peux pas aller à l'école, MDR, je préfère pas dire plus. Bah oui, non mais nos parents, on n'aurait jamais pu leur dire ça. Aïs, pourriez-vous parler plus fort s'il vous plaît? Oui, mais t'es pas obligé de me vous voyez, t'inquiète. Walaikum salam. Non mais trop drôle, franchement, nos parents, impossible. Mais jusqu'à maintenant, c'est impossible de dire des trucs comme ça. Par exemple, nos parents, si on va leur dire, ouais, même là, hein, t'as 25 ans, 26 ans, t'es en CDI, tu leur dis, ouais, je me sens pas bien dans mon taf, je vais arrêter. Mais il faut te regarder comme ça. Je sais pas, moi, mon père, il me dit toujours, mais moi, si je pouvais faire ton travail, là, tu travailles, là, tu sais, il me voit dans mon lit, en télétravail avec mon ordi, il me dit, mais moi, si on me dit de faire ça, même pour 1500 €, il n'y a pas de problème, je le fais et tout. donc voilà, quoi. Pour eux, c'est dément en fait nos problèmes là. Mais bon, c'est pas bien, hein, parce que forcément ça a nié beaucoup de choses chez notre génération. Plein d'émotions, plein de problèmes psychologiques, etc. Il y a des gens qui consultent à 35 ans et qui se rendent compte qu'ils ont des traumas de ouf finalement, et plein de trucs quoi. Serenity MDR, bon, heureusement, on m'a directement envoyé au psy quand j'avais ce genre de problème, j'ai de la chance, oui, clairement. Et d'ailleurs, je l'ai vu vraiment, avec des amis à moi qui viennent de classe, on va dire moyenne, mais avec des parents français, donc pas racisés, et ben, ils connaissent le psychologue depuis qu'ils sont petits. Ils ont tous déjà vu un psy, vraiment. Vraiment, c'est un truc de fou. Ils ont des mots sur leurs mots. Moi, je suis choquée. Enfin, c'est une inégalité de ouf aussi, hein, d'un point de vue santé mentale. 25 ans, et quand j'ai parlé de mes crises d'angoisse à ma mère, elle n'a pas compris vivre les Twix. Bon, déjà, courage pour l'anxiété, c'est horrible, c'est tellement paralysant et incontrôlable. Mais oui, les mamans les parents peuvent pas comprendre ça quand ils le connaissent pas, mais après c'est à nous de leur expliquer quoi. Bonsoir à tous, Pinouzi, bonsoir. J'allais justement parler du télétravail, ma mère ne comprend pas mon taf. Ouais, non mais vraiment, pour moi, mon père, quand je suis en télétravail, je taffe pas. Il m'appelle, il me parle et tout. J'ai beau dire que je travaille, il continue à parler. Si je dis je suis en réunion, il continue à parler. Pour lui, tout ça, non. Strike, après toi, Anya, t'es voilée et voile en France et le taf, c'est compliqué, ça peut se comprendre assez facilement, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je travaille avec mon voile, hein. Mais je sais pas, tu parles de quoi exactement? Les crises d'angoisse, c'est une dinguerie, ce truc, vraiment, surtout la première fois, ouais. C'est très impressionnant. Que ça soit pour les gens ou pour nous. Très impressionnant. Mais c'est vrai que ça a l'air plus facile pour eux, mais alhamdoulilah, on m'a jamais dit que j'abusais. Bah, en fait, je sais pas si c'est plus facile pour eux. Moi, je pense que ils ont d'autres problèmes qui peut-être sont pas les mêmes que notre génération, mais voilà. Ça m'a complètement abattue, parce que ça a enlevé toute la magie. Donc je me dis, est-ce que finalement ça vaut la peine de faire carrière si c'est pour déjà l'aspect répétitif, toujours faire la même chose, toujours devoir fragmenter une œuvre, lui enlever toute sa profondeur en la répétant et en la rejouant tout le temps. Bon, moi, je prends beaucoup de plaisir à chanter, c'est surtout ça en fait. Elle est trop... Je sais pas si j'envisage de faire... Elle est trop mignonne. En fait, ça ne me plaît pas comme idée d'être chanteuse d'être vraiment... Non, ça me plaît pas non plus. Enfin, on verra. De toute façon, la seule chose dont j'ai envie, c'est d'arrêter d'avoir mal au dos. Pour l'instant, en fait, c'est très bien parce que ça me permet de me focaliser sur quelque chose. Finalement, ça a des avantages. Je me focalise pas mal dessus en ce moment, surtout que la douleur est permanente, donc je suis bien obligée d'y penser. Et mal au dos. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'espère que je vais pouvoir intégrer une bonne prépa l'année prochaine, puisque c'est ce qu'on a décidé que je ferais. Ce que j'ai décidé que je ferais. Enfin, ce qui me plairait le mais plus, c'est j'aimerais bien enfin, faire Sciences je sais que nous aussi, on a une pression de ouf, on a la pression de la réussite dans certaines familles, parce que voilà, nos parents, ils ont fait des sacrifices et tout, il faut qu'on y arrive. Et puis, il y a d'autres familles où non, pas du tout. Franchement, si on est juste laissé comme ça à l'abandon. Mais quand même, ils ont une pression de ouf, dans le sens où les enfants des classes aisées n'ont pas le droit de choisir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas le droit de faire des choses artistiques ou qui sortent d'un cadre élitiste ou de venir non, ils ont vraiment pas le droit. Ils doivent faire une prépa, ou ils doivent faire médecine, ou ils doivent faire droit, et ils doivent faire ça dans les meilleures facs et dans les meilleures écoles, et ils doivent faire l'ENA, et ils doivent faire Sciences Po et tout, et ils peuvent pas du tout s'interroger sur ce qu'ils aiment. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte, si on se rencontrerait, on se dirait la même chose, parce qu'en gros, moi je le dis toujours que nous aussi, les enfants de classe populaire, on n'avait pas le droit de nous interroger, mais c'est même pas qu'on n'avait pas le droit, c'est on pouvait même pas le faire.
quand je me suis orientée, je me suis pas demandé est-ce que j'aimais ci ou est-ce que j'aimais ça, c'était quoi ma passion et tout. Non, en gros, voilà, on m'a dit il faut faire une prépa, une école de commerce, comme ça tu vas avoir un bon travail et ci et ça. J'en parlais dans mon talk sur le travail. Et du coup, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Et aujourd'hui, quand je me réveille à 26 ans, j'aime pas ce que je fais. Et je pense que eux et moi, eux et nous, en fait, on aurait là la même sensation, alors que c'est pas du tout pour les mêmes raisons, quoi. Donc voilà, je pense qu'elle va faire ce qu'elle veut vraiment. Elle va, à mon avis, réussir à passer au-delà de ce que veulent ses parents. Mais c'est sûr, en tout cas, à un moment, elle va se réveiller. Et ça serait trop ouf qu'elle fasse de l'opéra parce qu'elle en parle depuis qu'elle est petite et c'est trop mignon, quoi. Pas forcément, je pense qu'ils peuvent suivre leur passion vu qu'ils ont les moyens. C'est pas vraiment une question de moyens. Pour avoir lu beaucoup de livres sociologiques, c'est vraiment une question de pression parentale. C'est-à-dire que pour les parents, ils ont fait des choses élitistes et leurs enfants doivent prendre le flambeau, ils doivent faire des choses élitistes justement pour générer encore plus d'argent. Et même, c'est un statut social. Tes enfants ne peuvent pas te foutre la honte. Tu vois, ton enfant ne peut pas se marier avec quelqu'un d'une autre classe. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les rallyes. Il y a vraiment des enfants de classe bourgeoise avec des autres enfants de classe bourgeoise qu'on met dans des genres de fêtes pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se marient ensemble et tout. Et ils peuvent pas faire un truc qui est pas élitiste. En général, en sociologie, on parle de tendance. Donc voilà. Donc voilà. C'est clair, j'en connais beaucoup qui ont pété un câble, des bourgeois, et certains ont un magasin de vêtements par exemple, et leurs parents les ont réunis et tout. Oui, non, mais il y a une pression parentale de ouf. Donc j'ai l'impression que se sent redevable à nos parents, qu'on suit ce qu'ils veulent, même si ça nous tue au plus profond de nous, car on leur doit ça, et ça, et ça, alors que non, en vrai, on peut penser à nous, faire ce qu'on aime réellement. Je sais pas si c'est parce qu'on se sent redevable, ou si c'est juste parce qu'en fait, la pression des parents, elle est ouf dans le monde et tout. C'est une emprise, en fait. Même quand elle est pas malsaine, que nos parents, ils nous... Voilà, c'est un peu une emprise, et je sais pas si c'est parce que... Pour nous, les classes populaires, je pense que c'est parce que on se dit qu'on leur est redevable, ne serait-ce que financièrement et en termes de fierté. Ça veut dire que, je sais pas, moi, quand j'ai commencé mes études et tout, je me disais, il me faut un taf, comme ça, genre, je vais donner de l'argent à ma mère et elle sera fière de moi. Ils ont tout sacrifié pour moi et tout. Donc, je pense qu'il y a ça. Et eux, dans le cas des classes aisées et tout, c'est vraiment juste la peur de décevoir, la peur de se démarquer du rang, pareil, que... en fait, c'est ça, d'être en affront avec les parents, etc. Enfin, plein de choses, mais en tout cas, c'est très difficile pour eux aussi. Je me suis mis beaucoup à m'intéresser aux faits politiques, tout ça. J'ai commencé vraiment envie de m'engager dans une association ou pas un parti, parce que bon, il n'y a pas vraiment de parti qui m'attire, on va dire, mais... Enfin, j'ai essayé d'aller voir avec des jeunes d'attaque, par exemple. Et même, c'était pas une question idéologique, mais déjà, j'étais vachement jeune. Par rapport à eux, c'était vachement grand. Et puis, il y avait vraiment une ambiance... ou je sais pas. Déjà, en plus, comme je suis assez timide, c'était pas super pour je venais, puis je disais rien, en fait. Et il y a eu des luttes intestines, c'est une association, je sais pas quoi. Donc, je suis pas trop tombé au bon moment non plus, quoi. Quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir astronaute et de marcher sur Mars. Bon. Je me dis que ce ne sera pas forcément ça et que ce sera probablement autre chose. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que ça. Avant, c'était que ça, c'était astronaute. Bon, maintenant, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Donc, on va aller par là. Donc, on va faire une école d'ingénieur pour faire après de la recherche en astrophysique, ce genre de choses. En fait, mon père, mon rêve. Qui a fait des études scientifiques, lui, il a pas 16 ans. voulait. Il disait que j'avais un bon niveau en maths et que c'était con de pas faire S ou n'importe quoi. Ma mère me laissait le choix ou n'importe... Enfin, même mon père me laissait le choix, mais... Enfin, j'ai pas été influencé, c'est... Les maths, c'est un truc qui m'intéresse. Enfin, quand c'est pas trop facile. Je me comprends. J'espère faire une prépa, maths sup, maths spé. Puis bon, après, j'ai pas envie de viser Saint-Louis, Louis le Grand ou Henri IV, parce que bon, même si je pense que en travaillant vraiment, en m'y mettant, je pourrais y arriver, je pense que je préfère viser plutôt, qu'il reste des bonnes prépas, parce que ça reste des prépas du premier groupe, Ginette ou Saint-Louis. J'aimerais faire prépa Cagnes. Donc, comme vous voyez, quand je j'aimerais dis que faire la prépa, c'est les études les plus élitistes, c'est qu'un enfant de bourgeois, il peut que faire une prépa. Tu vas aller en école d'ingé, tu vas faire une prépa. Tu vas aller dans les meilleures écoles de commerce, tu vas faire une prépa. Et à la limite, après, il y a Sciences Po et médecine quand tes parents ils te poussent à faire médecine. Mais tous les enfants de bourgeois font des prépas. Donc c'est un truc de ouf. Et
Et ils vont tous dans les meilleures prépas, hein. C'est pas la prépa que j'ai faite, hein. Je crois pas avoir été dans des études élitistes, hein. Nous, c'est les prépas de bas de panier, hein, dans lesquelles on est accepté. Et si on va dans une prépa élitiste, top 4, top 5, Louis le Grand, Henri IV et tout, on est noyé, hein. Le premier jour, de toute façon, on serait pas accepté, mais on serait tellement noyé, même si on allait dans un truc du top 20. Je crois qu'il y a une quarantaine de prépas en France, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est 30, 40, etc. Voilà, on va dans celle du bas parce que sinon on serait complètement noyé, vraiment à 1000%. Pour le TDAH, oui, on se fait diagnostiquer, soit par un psychiatre spécialisé TDAH, soit tu vas voir un neuropsy, tu fais un bilan attentionnel, mémorisation, etc. Et ensuite, tu peux aussi bifurquer chez un psychiatre. Et oui, ils veulent pas n'importe quelle prépa, bien sûr. Et vous savez, il y avait un dispositif d'ailleurs dans les ZEP, classes populaires et tout, un peu comme le dispositif Sciences Po, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, Sciences Po, tu peux y accéder soit par concours normal, ou quand tu viens d'un lycée ZEP avec la convention Sciences Po, ça s'appelle plus ZEP d'ailleurs, avec la convention Sciences Po, tu fais un concours qui est plus facile pour accéder à Sciences Po. C'est une sorte de discrimination positive pour encourager les jeunes des classes populaires à aller et à y rentrer. Donc ça, c'est tout le débat d'ailleurs de discrimination positive. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est un laissez-passer trop simple pour les jeunes de banlieue, enfin de classe populaire, etc. Bref, et du coup il y avait la même chose en fait pour Henri IV. Donc en gros quand tu étais au collège et que tu étais dans les premières de ta classe et tout, c'était pas toi qui postulais, mais en fait il y avait, je sais pas, genre 10 places pour Henri IV dans toute la France pour des jeunes de ZEP, de collège, et donc en fait le proviseur il venait voir l'élève en lui disant voilà, t'es la meilleure du collège, je pense que ça serait bien qu'on pousse ton dossier à Henri IV pour la place discrimination positive, etc. Donc j'ai une pote à moi qui l'avait fait, et pour le coup, mais en fait c'est vraiment ça, c'est en fait tu te noies. Du coup elle a redoublé sa seconde alors que c'était une des meilleures élèves de son collège, parce que quand elle arrivait à Henri IV, le niveau était tel que c'était impossible de suivre en fait, et pour autant il y a des gens qui avaient le même niveau qu'elle au collège, qui ont fait un lycée normal, donc de banlieue et tout, et qui ont... Vous entendez plus ? Bah juste moi. Et qui ont réussi, en tout cas, d'une manière pas mieux, mais en fait qui ont eu moins de problèmes dans leur scolarité, quoi. Donc voilà, vive les Twix, c'est ce que t'as fait, t'as pas finalisé jusqu'à l'oral, oui voilà, il y a un oral, etc. Donc voilà. Oui, c'est sur pause parce que je suis en train de parler. École de droit, enfin, je vais faire du droit. Voilà. Droit, parce que j'aime ça, mais aussi par un peu option de secours, en fait. Parce que moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est de la musique. Ça m'handicape d'être attirée par la musique, ça me saoule limite, quoi. Parce que je me dis, pourquoi je ferais pas prépa ou quelque chose, tu vois, qui me plaît et en même temps qui fasse bonne impression, quoi. Quand il y a des réunions de famille, c'est alors Marie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et alors ma mère qui fait la musique et tout. Et on m'explique, oui, tu sais, c'est très dur, hein, nanana. Et celui qui parle, c'est un avocat, un médecin. Bon. Alors forcément, je suis un peu regardée comme je sais pas, c'est bizarre, quoi, de haut par ma famille. Ça se voit, elle, c'est la troubadour de la famille. Pas tous, mais c'est vrai que du côté de ma mère, ils sont très bourgeois, vraiment très trop d'ailleurs. Bon, en même temps, je suis contente d'avoir une famille bourge parce que ça m'apprend la vie. Je sais que plus tard, je saurais bien me tenir quand j'irai chez des gens. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu du mal à accepter le fait. J'ai même pas de commentaires à faire tellement ils disent tout en fait et que c'est trop intéressant à regarder, donc c'est pour ça que je mets pas pause de ouf. Mais c'est trop intéressant, vous vous rendez compte, elle a des repas de famille avec des gens qui ont tous des bons travails, ils la regardent un peu comme une illuminée parce qu'elle dit qu'elle kiffe la musique. Après ils ont raison, et même pour des classes populaires, en gros moi si mon enfant il vient, je vais le laisser faire ce qu'il veut, mais je vais fortement l'orienter vers des choses qui sont bankable. S'il me dit qu'il aime l'art, la culture et tout, je vais lui dire ok, essaye d'aller là, mais je vais aller dans le plus professionnalisant. Et je vais lui expliquer pourquoi. Et aussi parce que les passions, ça peut changer avec le temps. Vous savez, quand on est petit, on ne sait pas exactement ce qui nous plaît. Donc je trouve quand même que les parents, ils ont un peu raison. Parce que si tu laisses à ton enfant faire ce qu'il veut tout le temps, sans le conseiller avec les réalités de la vie, au final, il peut très vite... butiner en fait de passion en passion et tout et rien faire. Donc je comprends moi un petit peu, mais il faut quand même nourrir en fait. Donc tu vois, moi je pense que le mieux c'est que tu te poses avec ton enfant, tu dis ok, t'aimes la musique, c'est quoi que t'aimes dans la musique? C'est l'art, c'est la créativité, c'est ci, c'est ça. Regarde, avec telle étude tu peux rejoindre ça à un moment, mais au moins t'auras tel diplôme, ça sera moins dur, etc., quoi. Et il y a Will Mack qui dit « Ils savent déjà qu'ils vont reprendre le flambeau familial. » Oui, pour beaucoup. Moi, en prépa, j'avais des gens avec moi qui me disaient
qui était dans cette situation-là. Mon père, il est PDG d'une entreprise multinationale. Il m'a déjà dit, je vais te laisser les rênes de telle filiale, n'importe quel pays où tu veux habiter, mais par contre, il faut que tu ailles passer ton bac plus 5, tu fais ta prépa à ton école de commerce, comme ça tu as ton diplôme et t'es pas vu comme celui qui vient reprendre l'affaire de papa et t'as les compétences. Et clairement, c'était ce qu'il faisait, tu vois. Et lui, sa mère, par exemple, travaillait à l'ONU. Et son père c'était un diplomate en même temps d'être un PDG, etc. Donc bref, c'était voilà, j'ai été baignée dans plusieurs mondes. Quand t'es en prépa, t'es baignée dans plusieurs mondes et c'est super intéressant pour le coup. J'ai découvert plein de choses. Et eux aussi, je pense qu'ils ont découvert plein de choses sur nous, les classes populaires. Premier jour où j'arrive en prépa, on a notre prof d'économie, sociologie, histoire qui dit, on était 2, moi et ma copine, on venait d'Aubervilliers, du coup du 9-3 et tout, et c'était une personne assez âgée de Versailles qui est super chaud, c'est un mastodonte dans son domaine et tout, et qui était très à cheval sur les conventions. J'ai grandi comme ça en prépa, hein. Ça veut dire que par exemple, quand tu arrives en retard, tu viens et tu dis « excusez-moi » et t'as le prof qui crie « on ne s'excuse pas soi-même ! Non mais où avez-vous été éduqués ?» Parce qu'on est censé dire « je vous prie de bien vouloir m'excuser ». On s'excuse pas soi-même, bref. Donc on nous a réappris les conventions et pour lui c'était un truc de fou, hein. Toutes nos conjonctions de coordination, les malgré que, les trucs et tout, bref, donc on se faisait crier dessus tout le temps. Et du coup premier jour, on est là avec ma pote, du coup on vient du même lycée et tout, et il dit avec sa petite voix « je vois que 2 élèves du 93 ont été acceptés ici, bon, ils ne feront pas l'enfeu, on va pas s'attarder sur leur cas ». Et il passe au programme de l'année et tout. Et nous, on se regarde. Et bien sûr, ça se voit très bien qu'on vient de banlieue. Enfin, on est là avec nos warash, habillés comme des Kairas et tout, au milieu de gens qui sont tellement à 1000 années-lumière de notre culture. Et quand t'arrives le premier jour et que voilà, tu fais des DS, premier jour, tu vois où t'en es et tout, 0, 0, 0. Et tu sais, vraiment, moi, par exemple, ce prof-là, il est déjà venu me voir en me disant « t'es sûr que tu veux continuer tu te vois pas autre part, je pense que c'est pas pour toi, etc. » Et ma pote, elle a arrêté juste avant les concours à la 2e année pour aussi du fait d'inégalité sociale très très forte, familiale, etc. Et j'ai été jusqu'au bout, mais franchement, c'est très dur pour le moral. À la fin de la première année, j'avais beaucoup d'absence parce que je travaillais en même temps, du coup pour payer tout ce qui est manuel, ordinateur, etc. Donc je faisais des gros shifts. Je finissais à minuit au KFC à l'époque. Je rentrais chez moi, je révisais, etc. Enfin bref, c'était tout un truc. Et du coup, je dormais beaucoup. Et je ratais beaucoup de cours. Et je m'endormais aussi beaucoup en cours. Et j'ai encore des mails de mes profs qui me disent vraiment je suppose que vous ne comptez pas passer en 2e année, du coup autant arrêter tout de suite, genre ça nous facilitera le truc et tout, ou est-ce que vous comptez venir demain à la colle de tel truc, etc. Et je disais aussi, j'arrête pas, je vais venir. Et bref, à la fin de la première année, il y a eu genre des conseils un peu sur notre cas pour voir. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais super forte en maths, et du coup ma prof, elle me kiffait, et c'est elle qui a un peu défendu mon cas, quoi. Donc il y avait ça. Et donc à la fin de la première année, en gros, non, pas la première année. Au milieu de la 2e année, je passe les concours IEP Sciences Po. Je l'avais déjà expliqué dans un autre Twitch. Je passe les concours IEP Sciences Po. Je dépose des dossiers pour les facs, pour Descartes et Dauphine. Et j'avais ces 2 choix-là. Et du coup, je vais voir mon prof donc de Versailles. Et je lui dis monsieur, en éco à Sciences Po, j'ai eu, je sais plus, je crois que j'avais eu 16. Il me dit, ah bon, et tout. Bref, il était un peu en mode MDR. Et il me dit, vous devriez faire ça, hein, vous devriez choisir soit Sciences Po, soit la fac. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à votre profil et à votre niveau et tout. Et bref, et du coup, ce jour-là, il m'a tellement donné la niaque, comme on dit, que non, j'ai dit, ok, je vais grave rester là, en fait. Et d'ailleurs, lui, il avait trop le seum, un petit peu, parce que, vous savez, en prépa, on a des calls. Les calls, c'est des interrogations orales qu'on a dans toutes les matières et qu'on a toutes les semaines. Donc, on a des interrogations orales en philo, en littérature, en anglais, etc. Et on passe par groupe. En gros, on a un groupe de calls de 3. Et on a, par exemple, lundi, call de philo à 18h. Donc, on vient. La prof de philo nous donne un thème. Je sais pas, est-ce que... bref, des questions philosophiques. Et toi, tu as 5 minutes pour te préparer. Et tu as 15 minutes où tu passes à l'oral. Et tu as ça, pareil, en éco, etc. Et moi, j'étais 2e de ma classe en call d'éco. Et donc mon prof, il était en mode... genre c'est la personne que j'ai taillée du 9-3 au début qui est 2e. Mais en fait, vous savez pas à quel point c'est un honneur
Il n'y a que des gens de classe aisée dans ta classe, des gens qui ont grandi avec les codes, avec la manière de problématiser, de réfléchir, de synthétiser et tout. Et toi, en oral, en DST, j'étais pas du tout dans les meilleurs, mais en oral, j'étais meilleure qu'eux. Pourquoi ? Parce qu'on a un atout aussi dans les classes populaires, c'est la tchatch, c'est la manière de parler, c'est l'éloquence et tout. Ça veut dire que on a des atouts, on a des faiblesses. Et moi, c'est ça que j'apprends aussi quand je fais mes entretiens dans mon association avec des jeunes et tout. Et ben, je leur dis, on a des atouts, on a des faiblesses. Faut les connaître pour justement s'en emparer, vous voyez. Et moi, je trouve que les jeunes de banlieue, on a trop la tchatch, on est trop chaud, on arrive dans un endroit, on sait très bien quoi dire, quoi faire et tout. On est des caméléons. Et ça, c'est trop, trop bien. Donc bref, et du coup, voilà, j'ai jamais dépassé la première, qui était incroyable et super intelligente. Qui avait une famille de ouf. Ah, je vais vous donner un autre exemple d'inégalité sociale en prépa. Vous voyez, donc je vous disais, moi j'étais absente et j'avais un autre taf à côté, ils en avaient rien à faire, que je sois juste pauvre en fait. Et du coup j'étais absente, on me demande si je veux passer en deuxième année. Par contre, il y avait un autre gars qui était chaud, classe aisée, machin, qui était beaucoup absent, lui parce qu'il était en burn-out. Je mets pas des guillemets parce qu'il l'était pas, il l'était vraiment, mais du coup, lui, on l'a accueilli avec grand plaisir quand il est revenu de toutes ses absences. Et c'est très drôle. C'est une expérience qui a dû te forger et t'aider d'avoir une large ouverture d'esprit. Oui, totalement. Ça m'a bien forgé. J'étais en classe avec en troisième un internat avec un camarade lors de son arrivée. Était en pleurs, il a sorti au surveillant qu'est-ce que je fous là alors que je sais ce que je ferai plus tard. En effet, il est propriétaire aujourd'hui de Frères Jean Champagne Grand Cru. Ah oui, d'accord. J'aime beaucoup cette anecdote. Ça doit être horrible de devoir se concentrer et travailler pour rattraper l'écart et subir. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu dois travailler pour... En fait, c'est un rythme effrénant parce que les gens, déjà, je sais pas si vous imaginez. En gros, mes camarades, eux, quand ils sortent de l'école, ils vont pouvoir taffer de 18h à minuit sur leurs devoirs et tout. Moi, de 18h à minuit, je suis au taf. Ok, donc je taffe dans un vrai travail qui me rapporte de l'argent, alors que moi-même déjà j'ai du retard. Donc eux en fait, je sais pas si vous... Kerry James dans un de ses sons, il dit depuis la ligne de départ, ils ont bravé ma course, non ils ont... vas-y, je sais plus, mais en tout cas dès la ligne de départ, tout est inégal en fait. Moi je suis là, eux ils sont là. Et en prépa, ils vont encore plus loin et moi, j'avance comme ça. Donc, c'est un truc. Donc, j'ai fait quelle prépa ? Le NC Bessières, dans le 17e. Déjà, je sorte avec quelqu'un qui est musicien, qui joue dans le métro. Non, et qui gagne super bien sa vie d'ailleurs. Elle sort avec un musicien. Il doit gagner l'équivalent de 10 000 francs par mois. Ouais, Juliane, c'est ça. Depuis le départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursent, d'autres investissent en bourse. Mais ça, c'est la chanson des inégalités. Vraiment, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. C'était mon slogan à la manif d'il y a quelques années. Bref. Du coup, vous vous rendez compte, elle a un petit copain. Son petit copain, il est musicien et il fait de la musique dans le métro. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il gagne, je sais qu'il va dans le métro le matin, il ressort avec 100 € pour la journée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, aux Roumains qui sont là, tout tristes et tout, et lui, il arrive avec sa guitare. C'est comme ça que je l'ai vu dans le métro, quoi. Et donc, il a 22 ans et il joue dans le métro, alors forcément... Mais comment ça, 16-22 moi, j'aurais réagi pareil face à ma fille et tout, si on m'avait annoncé ça, quoi. Ils doivent s'imaginer que le milieu, ça prend de la coke partout. Je sais pas, c'est sûr que... Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, y a de la coke autant que partout, pour moi, autant que les jeunes de Duruy qui prennent de la coke quand ils vont en boîte. Je suis désolée, c'est limite encore plus... Et d'ailleurs, plus il y a de l'argent, plus il y a de drogue aussi, quoi. C'est connu. Et non, mais ouais, ils doivent s'imaginer plein de trucs. Ouais, mon père, il me dira, ouais, tu seras dans les bars à Strasbourg, dans je sais pas quoi, il me dit n'importe quoi, il s'imagine. Et c'est vrai que pour lui, ça gagne pas beaucoup d'argent et tout ça, quoi. C'est sûr. Et de toute façon, c'est vrai. C'est vrai que la musique, ça gagne pas. Sauf si tu vends des millions d'albums. Voilà, tu vas à la Star Academy, je sais pas. Il faut avoir de l'argent, c'est ça qui me pose problème, quoi. Je me dis, ouais, j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai envie d'avoir de l'argent. C'est con, mais j'ai envie pour vivre bien, quoi. J'ai pas envie d'avoir peur pour arrondir mes fins de mois, machin, de galérer, quoi. Je sais pas, parce que, ouais, il y a le dicton, l'argent fait pas le bonheur et tout, mais de nos jours, c'est pas possible, quoi. Sans argent, t'es malheureux, t'es obligé, quoi.
Vous en pensez Une année, on avait voulu partir en voyage de classe et il y a certaines personnes qui n'ont pas pu à cause de problèmes financiers, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est dommage, mais je trouve que justement, quand on a les moyens de voyager, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Là, j'ai passé des vacances géniales en février parce que je suis partie au Kenya avec mes parents. Avec mes parents, c'est vrai que j'ai fait Et là, pas mal de on rentre voyages. dans la deuxième très grande inégalité des classes. On a parlé des activités extrascolaires et maintenant, c'est les voyages. Les enfants de classe populaire ne voyagent absolument pas, si ce n'est dans leur pays d'origine. Et encore, ça du coup, c'est les Maghrébins parce que le billet n'est pas trop cher, mais les gens d'Afrique noire, pas du tout. Les billets sont archi chers. Voilà, c'est clair, on ne voyage pas. Moi, sur toutes les familles que je connais de classe pop, il y a une famille qui ont déjà fait un voyage, genre vrai voyage touristique, mais sinon pas du tout, vraiment, c'est des inégalités de ouf. Pour des 15-16 ans, leurs réflexions sont incroyables, les temps ont changé. Je suis d'accord, mais je pense pas que c'est les temps qui ont changé, je pense que c'est juste leur classe qui les a préparés intellectuellement à trop bien parler. Dites-moi si ça coupe le micro et tout, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'était au Kenya, aux Seychelles. Par exemple, l'année dernière, je suis partie à Cuba pendant les vacances de Noël. C'était avec mes parents. Avec mes parents, chaque fois en février, on fait un voyage en famille. Un peu, ou pas? L'Égypte. J'aime beaucoup la Turquie. Je sais pas, parce qu'il faut pas oublier, hein, là on parle de gens qui ont 16 ans et qui ont déjà voyagé genre énormément à 16 ans. À 16 ans, j'avais fait aucun pays à part l'Algérie. En Andalousie. Après, je vais en Grèce, je vais rejoindre mes parents. Au Clémed, c'était en Croatie. Il va rejoindre ses parents. En fait, on va faire une croisière. C'est vraiment comme dans en le voilier. La Libye. On a campé dans le désert avec les hommes bleus, c'était extra. J'étais aux États-Unis pour parler anglais dans des camps. J'ai passé donc 10 ans dans une école bilingue et je partais en Angleterre ou en Irlande tous les ans en fait. Je vais au Canada à peu près tous les ans pour des summer camps. Puis à l'an dernier, j'étais parti avec l'aumônerie. On avait fait le chemin de croix. En plus, on avait une messe chaque jour. Vous savez, je sais même pas là de quoi il parle. Salzbourg et Vienne. Le bac approche, mais c'est plus... je ressens pas de difficulté particulière, mais c'est plutôt que c'est juste c'est un stress, quoi. Parce que bon, même si j'ai pas vraiment de frayeur de pas l'avoir, parce que je pense que je l'aurais, on a fait... rien que ce matin, on a fait un bac blanc de maths en 3 heures à Duruy. Et c'est vrai que c'était censé être niveau bac par rapport D'ailleurs, au contrôle. eux, leurs parents, ils sont pas du tout contents quand ils ont le bac. Hein. Nous, vous avez vu comment c'est une dinguerie, quelqu'un qui a le bac chez nous. On fait une fête, les daronnes, elles crient. Nous, quand on va voir le petit papillon en mode « Ouah, je l'ai » et tout. Mais pour eux, c'est tellement une formalité. Je trouvais ça vraiment, vraiment facile, quoi. J'y suis allée comme d'habitude en me disant que je ne l'aurais pas. Et j'ai vraiment pas travaillé, là, pour le coup. J'ai vraiment rien fait. Enfin, j'ai dû lire mon cours de philo une fois et vaguement mon cours d'histoire. Parce que non, mais surtout, j'étais très mal. Enfin, oui, je me suis fait opérer le 25 avril, donc c'était il y a à peu près 1 an. Et le truc que j'avais pas très bien intégré, c'est qu'après l'opération, c'était 1 mois et demi sans s'asseoir. Donc, debout, je pouvais pas rester debout parce que j'étais vraiment mal. C'était, quand même douloureux. Ou allongé. Et heureusement, par le plus pur des hasards, parce que vraiment, j'avais pas réfléchi à ça, j'ai pu m'asseoir 2 jours avant le début des épreuves écrites. Ce qui était génial, c'est que j'ai passé mes oraux sans pouvoir m'asseoir. Donc, je me souviens de mon oral d'anglais, j'ai débarqué devant la prof en lui expliquant en anglais que je m'étais fait opérer, elle a pas compris, j'ai commencé, c'était épouvantable, c'était très drôle, je me suis mise à genoux pour faire mon truc. Donc moi j'arrive, je débarque c'est le matin, quand même stressé parce que je me dis voilà ça y est c'est le grand moment, après 2 semaines d'attente, et puis alors je cherche mon nom et tout, je vois mon sang bien, je fais... je crois que j'ai hurlé devant l'affiche, et j'ai fait tellement de boucans qu'après on m'a interviewé à la télévision. C'est la fête, c'est la super fête là, on a tous compris, c'est super. D'ailleurs, je suis passé pour un pauvre débile parce que j'ai dit c'est la super fête, donc c'est la phrase qu'ils ont passée à la télé, donc je suis super content. Finalement, j'ai eu une mention alors que j'en attendais pas. J'ai eu une mention assez bien de justesse. Mais c'est qui ces bourgeois qui attendent pas de mention et tout? Désolé, moi c'est pas ça pour moi les bourgeois. J'ai eu une mention assez bien avec normalement ils ont tous une mention très bien. J'ai eu une mention très bien, donc ça c'était une grosse... Enfin, c'était pas tant une surprise que ça, mais... Non, moi franchement je suis déçue. Hein.
Avec 20 en maths. Hein. Moi, je pensais qu'ils j'ai eu avec mention bien, mais de justesse, en fait. J'ai même rendu compte qu'ils m'ont repêché parce que j'ai eu 5 en philo. Ils me disaient, oui, non, ça se trouve, c'est pas 5, mais 15, et ils ont oublié de noter le 1 devant. Enfin, j'étais tellement... Ils ont oublié de noter le 1 devant. Enfin, j'ai eu une mention très bien. Voilà. Et mes parents étaient ravis, mais je les avais préparés depuis 3 mois en leur disant je n'aurai pas mon bac, je ne ferai jamais de prépa, je vais rater ma vie. Donc oui, ils étaient Ah ouais, étaient alors très elle, contents. c'est la meuf qui a tous les contrôles, déjà elle a raté. Et ceux qui ont été très contents aussi, c'était mes grands-parents. En fait, ils étaient en Hongrie, ils habitaient. Mais c'est marrant, pourquoi ils sont contents? Genre, c'est tellement logique qu'ils aient leur bac. Ils sont partis à cause du communisme. Et la réussite scolaire était toujours vraiment quelque chose de très très important pour eux, parce que c'était le moyen de s'en sortir. Comme ils étaient considérés plus ou moins comme bourgeois, ils avaient des places dans les universités très... Ma grand-mère me raconte que pour les gens de son niveau de vie à peu près, il n'y avait que 2% de l'université qui accueillait des gens comme ça. Donc il fallait vraiment être très fort et c'était très important. Et mon grand-père s'en est sorti en France parce qu'il avait fait des études de chimie, parce qu'il était un ingénieur assez qualifié. Donc pour eux, c'était important. Pour eux, ça leur a fait très plaisir. Oh, Fatimux, tu nous parles du Canada? C'est-à-dire, il est quelle heure chez toi, là? 6 heures de moins? T'es au Québec? Trop drôle, ouais, c'est sur 100 et tout. Et même à l'université, il y a des lettres, là. A, B, moins, C-, tout ça, machin, crédit, truc. Oh là là. Là, ça va faire 1 an, en avril. Je suis tombée malade. Donc, j'ai passé 6 semaines à l'hôpital. Non, donc, je suis sortie de l'hôpital en juin. Et donc, j'ai pas passé mon bac en juin. Donc, je l'ai passé en septembre. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Je m'en sens très bien. Donc, ça va. C'est une maladie auto-immune. Donc, c'est une déficience du système immunitaire. C'est. Les anticorps ne détectent plus les cellules comme appartenant à l'organisme. Je trouve que c'est un truc que nos parents, à nous, ils nous répètent souvent. C'est qu'en gros, si t'as pas la santé, il n'y a rien qui va. Et ça, j'essaye de pas l'oublier. Et en fait, souvent, on l'oublie. Et c'est vraiment quand on a un problème de santé qu'on se dit, en fait, sans la santé, on peut rien faire. Et c'est Dieu vraiment qui est au contrôle. Et c'est pour ça que oui, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tous les projets que tu veux et tout. Mais le jour où ta santé, elle te lâche, là, tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Déjà, ça achètera rien. Et c'est là que tu vois que Dieu, il peut décider de mettre sur pause mais tout ce que tu as prévu en 2 secondes. Et c'est réel. C'est pour ça que quand j'appelle ma famille ou mes grands-parents et tout, le premier truc qu'ils vont dire, c'est est-ce que la santé, ça va? Si ça va, le reste, alhamdoulilah ala kulli hal, tu vois, le reste, c'est que la vie, quoi. Au début, j'étais super agitée. Bon, je savais pas ce qui m'arrivait, bien sûr. J'ai commencé par être... je suis allée aux urgences. Ils m'ont dit que j'étais maniaco-dépressive et que je faisais un accès maniaque. Donc, maniaco-dépressif, ça veut dire bipolaire. Dans 3 semaines. C'est l'ancien nom. Ils savaient pas ce qui m'arrivait, ils comprenaient rien. Elle est partie en psychiatrie. J'étais descendue en soins intensifs de psychiatrie. Et après, ils ont fait des examens, etc. Et ils ont fini par comprendre ce que c'était. Bon, je continue à monter à cheval parce que, j'en ai besoin, je peux pas. Mais. J'ai envie de vivre ma vie comme je l'aurais. Entre guillemets, dans la mesure du possible, comme je l'aurais vécu si j'avais pas été malade. Quand je peux, je sors. Après, c'est vrai que j'essaie d'être raisonnable par rapport à. Par exemple, quand j'ai des DS ou des trucs comme ça. Et, je sais que si je me couche tard, je pourrais pas être en forme le lendemain, donc j'évite. Donc, par exemple, quand je suis en vacances, je sors tout le temps. Quand j'ai des semaines plutôt pépère, je sors. Je sors. Ouais, trop. Et on connaît pas leur prénom, il n'y a pas écrit leur prénom en bas. J'aime toujours autant faire la fête. Les humaniser. Elle est trop chou. Donc, là, 2006-2010. C'est l'année, je crois, de Zidane. Sarkozy, Facebook. Jackson, Lehman Brothers, Jeudi Noir, crise des subprimes 2009, Avatar. C'est Buisson, on est je fais que de la musique cette année. Donc comme ça, là, normalement, je suis dans une école de jazz. Normalement, là, on arrête. Et on fait la deuxième partie dans un autre live. La meuf qui veut trop aller manger.
Après, en vrai, on voit tout ça, tu te dis, ils sont archi bien, mais en vrai, moi, j'aimerais pas être à leur place, c'est trop de pression. Faut être parfait, pas le droit à l'erreur, à l'échec et tout. Vous aviez quel âge en 2006 ? Moi, j'avais 10 ans. Je suis une petite, hein, j'avais 10 ans. Non, je rigole, j'ai pas fait encore, tranquille. Mais ouais, attendez, il y a école de jazz. On s'est égaré. T'avais 2 ans ? T'es une 2004 ? Ouais, je fais que de la musique cette année. Donc comme ça, je suis dans une école de jazz qui est à Pigalle. Et à côté de ça, je sais plus c'est laquelle elle. 2 formations qui sont assez sérieuses et une moins. C'est un peu le rêve qui se réalise. Enfin, pas vraiment parce que je vis pas encore de ça, mais rien que le fait de jouer, tous les 3 jours je fais des concerts. En mai, c'est la Cigale, il y a plein de trucs qui arrivent. Alors que de passer à la terminale à ça, tout d'un coup, ouais, c'est génial quoi. Mais elle est trop grande là. Non mais attendez. Là, elle est en L1 genre. L1. Je vous jure qu'on dirait elle a 28 ans. Déjà, elle fait des concerts à la Cigale. Désolée, mais si nous, à la fin de terminale, on aurait choisi d'aller faire de la musique... Non mais, hein. Je comprends rien. Mais j'ai entendu que quelqu'un est né en 2004. C'est celle qui sortait avec le gars du métro, j'ai pas l'impression. Hein. Mais vas-y, en fait, ils ont passé trop de gens. Je pense que c'est peut-être une des premières qui parlait, non ? Ça a l'air d'être... C'est pas elle, c'est le même canapé. Ah, mais ils ont tous pris les gens sur le même canapé. C'est elle ? Ah oui, ça a l'air d'être la fille du métro qui a grave grandi. Ouais, c'est ça, je crois. Plein de cours, mais alors plein, ça c'est le point négatif. Enfin, je rate pas un seul cours de guitare, mais tout le reste, tout ce qui est histoire de la musique et tout, bon, j'ai tendance à pas y aller parce que sinon je pourrais pas du tout répéter. Et donc forcément, je pourrais pas avoir le diplôme. Quoi. Mais c'est vrai, déjà, faut se le dire, la seule musique qu'on connaît, c'est le rap. Hein, donc il n'y a pas des gens qui vont se réveiller et se dire je vais faire de la musique ou des études de musique ou des concerts à la Cigale. Hein. Les gens, ils se réveillent, ils font des freestyles et c'est tout. Pas du tout. Mes parents ne savent pas. Je suis toujours à Duruy, fidèle au poste depuis la 6e, en Hippocagne. Donc pour préparer le concours d'entrée à Sciences Po. Au début, la prépa était quand même difficile à... C'était un peu déprimant. Hein. Jusqu'aux vacances de Noël, c'est quand même un peu déprimant. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Puis j'avais, Henri IV, on a beaucoup d'idées, des préconçus. Et les profs m'effrayaient, ils posaient des questions terribles. Qu'est-ce que l'histoire pour vous ? je ne sais pas, je ne veux pas répondre à ça. Ils me donnent énormément de travail, les exigences sont de plus en plus difficiles, et donc forcément, quand on a subi plusieurs corrections des professeurs, donc quand on fait quelque chose, on a l'impression que c'est... Pardon, mais c'est trop de la merde, quoi. C'est pas comme le bac où il faut avoir 10 et on l'a, quoi. Au bac, il n'y a pas de quota, quoi. Là, il faut être dans les meilleurs et c'est tout, quoi. Il y a quand même des rivalités dans la classe où c'est... Ouais. Voilà, on veut... Oui, c'est vrai que ça change tout. Hein. Quand tu passes le bac, tout le monde peut avoir le bac. Une fois que tu es en études supérieures, que ça soit en médecine ou en prépa, c'est un concours. Donc il faut être le meilleur. Voilà, attendez vite fait. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez là ? Là, vous m'entendez, hein. Ouais, c'était le but que vous entendiez rien, parce qu'en fait, je parlais au téléphone, désolée, hein. Mais si je voulais live aujourd'hui, je devais être en même temps sur mon tel, en même temps, voilà. Donc je remets, vous me dites si c'est carré. Battre telle personne, arriver devant telle personne. Mais moi, ça n'a vraiment pas beaucoup de prise sur moi. C'est juste par rapport à moi, je vais arriver. C'est terrible d'être 5 heures face à soi. C'est bon. C'est vraiment très douloureux les épreuves en 5 heures, les dissertations en 5 heures. Je me dis c'est 5 heures, c'est énorme, c'est ce que je dors parfois pendant une nuit. C'est énorme. Les nuits qui précèdent en général. Bon, quand on a 4 heures de contrôle de maths, c'est éprouvant, quoi. Et la dernière demi-heure, la plupart des gens sont fatigués et on fait plus grand-chose en fait pendant cette dernière demi-heure. La compétition, elle va plutôt consister à se dire soi-même, il faut que je m'arrache même sur cette dernière demi-heure, il faut que je vois ce que je peux grappiller comme point, voilà. Mais vraiment, vous savez que des fois j'y pense et j'aime beaucoup étudier et j'aime beaucoup apprendre des choses,
Mais vraiment, même si on me payait là pour retourner passer des examens, des partiels, des DST, des trucs et tout, j'y retournerais pas. C'était tellement horrible. Waouh. Juste d'écrire sur un papier, mais ça fait des années, j'ai pas écrit autant sur un papier. On écrivait et tout. Et en plus, la transition lycée, études sup, elle est incroyable, surtout pour des jeunes de classe pop. On n'avait jamais vraiment fait de dissertation, on faisait des petites dissertes en éco et tout, mais en philo, un petit peu, mais c'était tellement léger. Quand je suis arrivée en études sup, oh là là, fallait tellement gratter, les maths c'était horrible et tout. Incroyable, vraiment. Et bon, même si de temps en temps on se rassure un peu en se disant que les très bons, bon, ils n'ont pas de vie sociale, ils sont tout le temps dans leur bouquin, machin. Un soir, ma mère qui me dit tu rentres à 11h30, machin. Au début, je lui ai dit oui parce que je savais pas trop comment allait se passer la soirée, machin. Et je l'ai rappelé vers 11h en lui disant écoute, je rentrerai pas à 11h30, je rentrerai plus tard. Et elle commençait à me hurler dessus. Non, mais c'est pas possible, t'es fatigué, tu te reposes pas, tu penses qu'à sortir, tu travailles pas, tu crois que tu vas réussir ton cours en travaillant 3 heures pendant tes 15 jours de vacances. Non, il y a sûrement des prépas qui bossent plus que moi. Enfin non, non, je pense pas. Non, on peut pas faire plus. Non. Mais ouais, c'est plus que les prépas parce que on n'a pas de vacances. Voilà, après les prépas, les premières années, ils ont pas de concours à la fin de l'année, mais les deuxièmes années, oui. Mais en fait, la différence, c'est que, j'avais un pote qui avait fait une prépa HEC avant, en fait, et que ça l'intéressait pas, il était venu en médecine. Et lui disait la différence, c'est qu'il y a peut-être le même taf, mais la médecine, c'est du bourrage de crâne. C'est-à-dire que t'as aucun truc intéressant. C'est-à-dire que lui, il était en prépa HEC, mais on a des trucs intéressants, voilà. Et en médecine, tu peux avoir des trucs intéressants, mais c'est tellement du rabâchage, du par cœur, des trucs qu'on te fait apprendre. J'ai appris des trucs, mais que je comprenais même pas, quoi. Genre, on te fait apprendre. Par exemple, on a une épreuve de psychologie médicale. Genre, on a un poly de 100 pages à apprendre par cœur. On nous demande 2 paragraphes, mais par cœur. C'est-à-dire qu'il faut les connaître, il faut connaître le poly, quoi. À la base, je suis parti un peu de loin quand même, parce que au lycée, j'ai pas vachement bossé. Voilà, et j'ai fait un peu toutes les bibliothèques, j'ai toutes les cartes. Donc il fallait perdre le moins de temps possible, essayer de gérer, de bouffer en même temps que tu vas d'une à l'autre parce qu'elles sont pas les mêmes horaires. Faut essayer de choper celle qui ferme le plus tard. T'es tout le temps à regarder ta montre, t'es tout le temps à penser est-ce que je vais pas être je rentre à telle heure parce que demain je me lève à telle heure. Faut pas que je sois crevé. Il y en avait qui voulaient déjeuner avec moi ou dîner. C'est une demi-heure le déjeuner ou le dîner. C'est maxi une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Tu peux pas prendre 1 heure. Ouais, Semblécha, ouais, franchement c'est ça en médecine. La chose qui est dommage. Et je le remarque quand je rencontre des gens qui ont fait médecine, on en parle et tout, même eux, ils sont un peu déçus parce que du coup, ils n'ont pas pu développer plein de choses niveau culture G à côté, tellement la médecine, ça prend toute ta vie et c'est centré sur un seul sujet où vraiment c'est du par cœur, etc. Tellement il y a de choses en fait à connaître et en fait, ils développent pas forcément une méthodologie en termes de problématisation, de réflexion, etc. Et c'est la différence avec d'autres filières élitistes comme par exemple les prépas HEC dont ils parlaient parce que on avait tellement de matière pour nous apprendre à réfléchir. C'est vraiment ça en fait, on nous apprend à réfléchir et à avoir un esprit critique, à avoir une réflexion, etc. Donc c'est tellement différent, mais c'est vrai que franchement la médecine c'est chaud, surtout si tu veux des bonnes spécialités en fait. C'est que c'est clairement un concours et si tu veux l'aspect que tu veux, il faut tellement charbonner. Franchement, j'aurais jamais pu faire ça parce que j'ai du mal à apprendre des choses sans sens. Ça veut dire juste à apprendre par cœur et à recracher et tout. Moi, je peux pas. Vraiment, j'ai besoin de mettre du sens, que ça m'intéresse un minimum et tout. Et pour le coup, dans ma prépa, oui, ça m'intéressait. C'est de la philo, de l'éco et tout. C'est trop intéressant. Donc, bref, c'est chaud pour lui. C'est ce que je m'étais fixé au début de l'année, quoi. Donc comme avec une soirée par semaine, c'est difficile de voir mes potes et ma copine, qui heureusement qui étaient là. Mais... Au début, j'étais vraiment dans l'optique, je vais faire mon droit, réussir mon droit, je pense à rien d'autre, je changerai peut-être après. Le problème, c'est que le droit me plaît pas du tout. En plus, ça fait quasiment 3 mois que j'ai pas eu cours. Les cours à Nanterre ont repris au début de la semaine dernière. Donc à cause du CPE, pendant 3 mois, on n'a pas eu cours. On trouve ça très drôle la première semaine. On a un peu l'impression qu'on revit mai 68. On se serait cru en pleine guerre d'Algérie avec les barrages de flics. Ils savent même pas pourquoi ils manifestent, quoi. C'est des moutons de panurge et ils se posent pas de questions, c'est juste parce qu'ils veulent glander et pour la plupart, ils manquer les cours. J'étais pas contre le CPE, j'étais pas
révoltés, quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas voulu l'essayer au moins. Probablement que les jeunes auront des problèmes plus tard pour avoir du boulot, mais en faisant une grande école, enfin c'est pas moi qui cours le plus de risques de chômage et tout ça. Donc sur le CPE, je sais pas. Il faut à tout prix s'ancrer dans le monde avec une position et des opinions. Et moi, ça m'intéresse pas. Et pendant ces 3 mois, j'ai pu en profiter pour revoir des gens qui sont dans des écoles de communication comme l'ISCOM. Et donc voilà, après en avoir pas mal parlé avec mes parents qui CPE, franchement, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un peut chercher sur Google et nous dire. Ma sœur a fait du droit, ma mère a fait du droit, mes grands-parents ont fait du droit, on est très droit dans la famille. Et donc je me lance et je pars à l'ISCOM l'année prochaine. Et là en fait j'ai arrêté d'aller à Nanterre et j'ai arrêté la fac. Elle a arrêté la fac de droit du coup. Ça m'a fait une fin d'année assez difficile quand même parce que le truc c'est que au début du mois de juin, le 4 juin précisément, donc j'étais encore en cours, c'est que mon père a eu un accident. Il a fait des infarctus et il était à ce moment-là dans le sud de la France. Donc on est parti l'après-midi même en urgence à Nîmes avec ma sœur aînée, ma grand-mère, ma tante et le copain de ma sœur à ce moment-là. J'étais sur le seuil de la porte et comme il était un petit peu éveillé et conscient, c'est vrai qu'il m'a aperçu. Il parlait pas parce qu'il était entubé, mais il a fait un signe du bras pour que je rentre. Et comme il y avait ma sœur et ma grand-mère, elles m'ont dit bah viens, embrasse-le, je sais pas, fais quelque chose. Et j'ai dû me mettre à côté du lit, mais j'étais complètement tétanisé, quoi. Je savais pas du tout quoi faire parce qu'entre leur faire plaisir par presque humanité, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, un CPE, c'est ça, c'est contrat première embauche. Et du coup, il y a eu grave des mouvements de grève et tout, de protestation contre ça. Faudrait que j'aille lire un petit peu de quoi ça parle. J'avoue que je connais pas du tout. Et faire quelque chose qui est contre mes principes et ce que je ressens moi, parce que je peux pas toucher cette personne. Enfin, c'est tellement une personne que j'ai haïe depuis des années que je pouvais absolument pas, quoi. Donc, dans ce genre de situation, ça dure peut-être 5 secondes, mais vous savez, vous avez le cœur qui bat à 300 à l'heure et vous dites tellement de choses en même temps que vous faites plus rien sur le coup. Donc résultat, j'ai rien fait, quoi. J'étais complètement tétanisé, quoi. Et, enfin, j'ai envie de dire, j'ai été sauvé par le bon parce qu'à ce moment-là, il a. On va le switcher en 30 minutes, oui. Je pense. Mais j'ai trop hâte de voir la suite et tout. Franchement, spoilez pas, hein. Ça veut dire, et vous spoilez pas non plus, hein. Allez pas regarder tout seul, hein. Ok ? Merci. On découvre tout ensemble, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je voulais trop lire ça. En fait, donc elle a suivi 8 adolescents, parce que déjà là, j'ai l'impression qu'il y en avait 40, donc déjà, c'est bon à savoir. Enfants de bijoutier, publicitaire, directeur financier, tatati tatata, aspiration. Donc, anciens élèves du lycée Victor Duruy, 7e arrondissement, avec leur prof d'histoire, de leur séjour jusqu'à la veille de leurs 30 ans. Ok, trop bien. Je suis en train de lire amour, voyage, et tout et tout. Ouais, voilà, il date d'il y a quelques années, il l'avait enlevé. C'est trop bien qu'il l'ait remis. Donc, on va liker. Voilà, donc ouais, vous m'attendez. Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne soirée. De toute façon, on se retrouve demain. Inch'Allah aussi, si j'y arrive dans ma journée. Et on parlera de plein de choses. On pourra discuter, parler du ramadan, plus échanger et tout. Moi, j'allais de toute façon regarder le docu ce soir. Donc, c'était trop cool. Et je vous parlerai des livres aussi que j'ai concernant le sujet. Mais j'aime trop les enquêtes sociologiques et tout. Voilà. Bisous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et Fatimux, bonne après-midi à toi. Du coup, vu qu'il est très tôt. Et Serenity, wa alaykoum salam, ça sera à quelle heure ? Je pense que ce sera entre 17h et 19h. En général, le dimanche, je live pas tard. Voilà. Donc, fin d'après, si ça vous va, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être là, de parler avec moi.